J'ai amené un petit peu de matériel pédagogique. Vous verrez pourquoi. Une corbeille à papier et un cadre. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, Damien nous a parlé des stocks et des flux. Mais il y a quand même une relation entre les stocks et les flux. D'abord, une bonne nouvelle. Chaque année, des immigrés repartent volontairement dans le pays d'origine, dans leur pays d'origine ou le pays d'origine de leurs ancêtres pour différents motifs, études, emploi, soins, famille, tout simplement souhait de se retrouver dans un univers plus proche de celui de leur civilisation. Ce qui signifie que l'arrêt de toute immigration nouvelle serait déjà le début de la remigration. Alors, cela paraît simple. Cela s'appelle ou s'est appelé l'immigration zéro. Une proposition qui était au cœur du programme du RPR dans les années 90 et qu'on a retrouvé sous une variante légèrement atténuée dans le programme présidentiel de Marine Le Pen en 2012, projetant de limiter les entrées à 10 000 par an. Alors cela paraît simple, mais en réalité, par rapport aux paradigmes actuels, c'est très difficile. Le débat politique tourne autour de la révision, ou mieux, de la dénonciation des accords de Schengen. C'est bien. Mais au-delà des effets de manche, c'est loin d'être suffisant. Il ne suffit pas de dire on arrête Schengen et le problème est réglé. Parce que les étrangers qui obtiennent des titres de séjour en France aujourd'hui, ils ne l'obtiennent pas de l'administration européenne, ils l'obtiennent de l'administration française. Ils les obtiennent dans les préfectures françaises. Quelques chiffres. Pour 2013, chiffres provisoires, mais officiels. Je ne dis pas s'ils sont exacts ou pas, ce sont les chiffres officiels, je les prends comme tels. Demandeurs d'asile, 65 894. Titres de séjour délivrés en France métropolitaine, 203 996. Là est le nœud du problème. Car la moitié des entrées au séjour régulier le sont pour des motifs familiaux. 93 173 pour des motifs familiaux et bénéficient principalement à des enfants, auxquels il faut ajouter 4 000 étrangers entrés mineurs ou prétendument mineurs. Donc des titres accordés à des enfants principalement et à des jeunes femmes étrangères, souvent épousées dans le pays d'origine et accédant ainsi au territoire français. Vous savez, les gens du Monde et de différents journaux ont rectifié une erreur de M. Zemmour, une prétendue erreur de M. Zemmour sur le nombre de mariages entre des Français et des étrangers. En fait, ils avaient tout simplement oublié que les 2/3 de ces mariages sont prononcés dans les pays d'origine et inscrits ensuite dans les consulats français. Et les 2/3 de ces mariages, pour l'essentiel, ce sont des mariages prononcés, non pas entre Européens dans des pays européens, puisqu'on ne se marie plus entre Européens, on ne se marie plus, enfin on peut vivre ensemble, mais on ne se marie plus guère, mais des mariages prononcés au Maghreb et en Afrique. C'est ce qui s'appelle l'immigration nuptiale. L'immigration nuptiale, c'est la bombe démographique à retardement. Qu'est-ce que c'est que l'immigration nuptiale?
C'est un jeune homme, enfin plus ou moins jeune, binational, franco-maghrébin ou franco-africain, qui va chercher sur place une jeune fille parce qu'il pense qu'elle sera plus fraîche et plus docile. C'est ça, l'immigration nuptiale. Et la jeune fille vient parce que la famille y trouve un avantage, puisqu'une fois que la jeune fille sera installée en France, les parents pourront venir se faire soigner en France. C'est ça le mécanisme central de la dynamique migratoire, et c'est évidemment la bombe démographique à retardement, puisque la jeune fille issue du Maghreb ou d'Afrique qui vient en France vient avec le taux de fécondité du pays d'origine, et même un peu plus selon les statistiques de l'INED, puisque en France, elle se sent finalement beaucoup plus riche qu'elle ne l'était dans son pays d'origine, et ça contribue à sa vitalité démographique. Alors, c'est précisément cela qu'il faut arrêter. C'est la première chose à faire. C'est cela qu'il faut arrêter. Et pour cela, il faut que le peuple, soit par sa représentation nationale, soit par référendum, décide des lois et réglementations. Alors vous imaginez peut-être que c'est le peuple qui décide des lois et des réglementations. Absolument pas. Ce n'est plus le cas. En 1977, un arrêt du Conseil d'État, l'arrêt Gisti, à l'occasion de l'arrêt Gisti du Conseil d'État sur le regroupement familial, les juges ont fait un putsch. Ce sont eux qui ont décidé de ce que devait être la politique d'immigration de la France. C'est le gouvernement des juges qui fait, ou plutôt empêche de faire les lois sur l'immigration. Les Français croient vivre en démocratie. En fait, ils vivent sous le gouvernement des juges, bénéficiant de la bénédiction des médias. Le conseiller immigration de Nicolas Sarkozy, Maxime Tandonnet, en a fait une démonstration implacable dans un livre récent, où il démontre, page après page, la gesticulation impuissante des politiques et l'omnipotence sournoise des juges. Une petite anecdote sur cette personne. Il a écrit plusieurs livres sur l'immigration, tout à fait bien, avant d'être en charge de la question. Tout à fait bien. Il a ensuite été pendant 5 ans conseiller immigration du président Nicolas Sarkozy. 5 ans. Et comme il n'a rien pu faire, au bout de 3 ans, il a ouvert un blog. Alors je n'ai rien contre les blogs. J'en anime, je participe à la bataille. Mais quand on est en charge d'une fonction essentielle et que la seule manière qu'on trouve pour agir, ce n'est pas de changer les lois parce qu'on ne le peut pas, c'est d'écrire qu'on ne peut pas changer les lois, il y a véritablement un problème. Et aujourd'hui, il faut savoir que tout texte, loi, règlement, arrêté, est soumis à une censure remontante du Conseil d'État et de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel et au-dessus de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une cascade, c'est là-haut que ça se décide, et celui qui prépare une loi, aujourd'hui, il a à peine la possibilité de changer les virgules, puisque tout dépend de l'interprétation de textes généraux par des magistrats. Ainsi, le droit à une vie familiale, reconnu dans ces textes, débouche sur le droit à vivre en France pour tout étranger qui a une parentèle, et alors que la vie familiale pourrait se poursuivre dans le pays d'origine. Je suggère une solution humaine et même humanitaire pour la remigration. Tous ces jeunes franco-maghrébins ou franco-africains qui choisissent d'épouser une jeune fille de là-bas, c'est très bien, mais qu'ils pratiquent le regroupement familial là-bas.
là-bas. Je vous signale d'ailleurs, parce que ça mérite d'être médité, que beaucoup de pays ne pratiquent absolument pas comme nous. Un Anglais qui épouse une Australienne, il n'a pas pour autant le droit de vivre en Australie. En tout cas, pas de manière permanente. Et pourtant, les Anglais et les Australiens sont de cultures quasiment identiques. Eh bien, un Anglais qui épouse une Australienne, il ne peut pas s'installer et travailler en Australie. En tout cas, pas de manière permanente. 6 mois de temps en temps, pas davantage. Eh bien, je ne vois pas pourquoi, dans ces conditions, un binational franco-algérien qui bénéficie souvent d'un mariage arrangé, parce qu'évidemment, dans les médias, on va vous dire bah, l'amour, l'amour, l'amour. Non, c'est des mariages arrangés, avec la cousine restée au bled. Pourquoi aurait-il le droit de la faire venir en France? Il veut vivre avec elle, qu'il vive là-bas. C'est aussi une forme de regroupement familial. Et c'est une immigration nuptiale qu'on ne saurait trop encourager dans ce cas-là. Dans un autre ordre d'idées, pour rester dans le domaine juridique, des paradigmes juridiques, le Conseil d'État a récemment rendu la lutte contre la fraude aux demandes d'asile quasiment impossible en refusant que soit présumée la mauvaise foi d'individus rendant leur identification impraticable en dissolvant à l'acide leurs empreintes digitales. Nos gouvernants, quand ils cherchent des solutions, cherchent toujours des trucs technocratiques. Donc ils s'étaient dit, on va donner des visas biométriques, on prendra les empreintes biométriques des candidats, et comme ça on pourra les retrouver quand ils auront prétendu perdre leurs papiers ou inventer une histoire à dormir debout. En tout cas, en cherchant à cacher le pays d'où ils viennent, puisque s'ils cachent le pays d'où ils viennent, il est difficile de les faire repartir. Et donc, il y a des petits malins qui se dissolvent les empreintes digitales à l'acide. La mauvaise foi est évidemment établie, mais le droit à la mauvaise foi vient d'être garanti par un arrêt récent du Conseil d'État. Si vous voulez plus de détails, l'étude en est faite sur le site polemia.com. Pour être complet, il faut savoir qu'aujourd'hui, les demandes d'asile ouvertes ne le sont pas seulement pour des motifs prétendument politiques, mais aussi pour des motifs subsidiaires. Par exemple, des femmes qui prétendent qu'elles risquent pour les enfants une mutilation sexuelle si elles restent dans leur pays. Ceci étant, des mutilations sexuelles, on ne les pratique pas seulement au Mali, il y en a à Montreuil. Hein. Bon. Donc ce n'est pas le fait de les faire venir en France et de leur donner le statut de réfugié au titre subsidiaire ne garantit en rien qu'elles seront réellement protégées. Il y a aussi une autre méthode pour obtenir le droit d'asile au titre de la protection subsidiaire, c'est d'affirmer qu'on appartient à une minorité sexuelle, ce qui est quand même difficile à établir, et qu'on est susceptible d'être persécuté dans le pays en question. La Cour nationale du droit d'asile vient de consacrer, pas plus tard que jeudi dernier, un colloque à cette question. Donc vous voyez que le droit d'asile s'étend à l'infini, au-delà des seuls motifs politiques. Alors je sais que quand on dit qu'il faut arrêter les abus du droit d'asile, on nous chante généralement le refrain de la France, terre des droits de l'homme. La France, terre des droits de l'homme, qui a refusé l'asile politique à Edward Snowden, qui a dénoncé le flicage mondial de la NSA. Lui, il s'est vu refuser le droit d'asile. On a même détourné l'avion d'un chef d'État étranger au motif qu'il aurait pu se poser en France avec Edward Snowden, et on veut nous imposer des faux demandeurs d'asile venus du monde entier, alors qu'un homme qui s'est révolté
contre un système totalitaire américain, il est vrai, lui, on lui refuse le droit d'asile. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution pour les Français que de renverser la tyrannie des juges pour recouvrer leur souveraineté. Comment? En changeant le préambule de la Constitution pour réaffirmer la suprématie du droit national sur le droit international. En posant à côté des droits individuels, c'est le changement de paradigme, le droit du peuple français à la sauvegarde de son identité, à la défense de son patrimoine paysager et culturel, à la préférence nationale et à la libre affectation de ses ressources collectives. En supprimant le pouvoir de censure idéologique du Conseil constitutionnel, en dénonçant les conventions internationales dont l'interprétation rend impossible toute politique migratoire, comme c'est le cas pour la Convention européenne des droits de l'homme. J'entends déjà les cris d'orfraie. Dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Retirer au Conseil constitutionnel son pouvoir de censure idéologique. Quel danger ce serait pour les libertés? Précisément, non. La France a connu, sauf période de guerre, une grande liberté d'opinion et d'expression de 1881 à 1972, loi Pleven. Loi Pleven, tombeau de la liberté d'expression, sarcophage de l'identité française. Depuis, les lois liberticides se multiplient. Au nom de la lutte contre le racisme, loi Pleven, la mémoire, loi Guesso, loi Taubira 1, la lutte contre l'homophobie, loi Perben, sans parler des lois visant à prévenir le terrorisme, dont d'ailleurs, curieusement, le Conseil constitutionnel n'est pas saisi. Et la lutte contre le terrorisme, c'est aussi un moyen de restreindre les libertés. La Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas opposée à toutes ces lois liberticides. Elle les a validées. Elle n'a servi en rien à protéger nos libertés. Le Conseil constitutionnel, pas davantage. Nos libertés ont régressé depuis 40 ans. Depuis, oui, 40 ans. Nos libertés ont régressé. Ni le Conseil constitutionnel, ni la Convention européenne des droits de l'homme ne les ont protégées. Ces libertés d'opinion et d'expression, il faut les défendre et même les rétablir, comme le demande en ce moment même, à l'occasion de son université annuelle, le Club de l'Horloge. Et parler de la remigration ici, parler de la liberté d'expression là-bas, c'est marcher ensemble, c'est le même combat. Alors, que faut-il? Eh bien, c'est simple. Il faut en revenir au texte original originel de la grande loi sur la presse de 1881 et la purger de tous ces ajouts nuisibles et liberticides. Moi, je salue le grand texte de la loi de 1881, dont l'article 1 est simple. L'imprimerie et la librairie sont libres. Tout au plus pourrait-on aujourd'hui ajouter « et l'Internet ». Alors, je vous ai apporté, comme matériel pédagogique une corbeille. La corbeille, c'est pour mettre les textes qui nous empêchent de défendre notre identité. Et le cadre, c'est pour rappeler l'article 1 de la grande loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'imprimerie et la librairie sont libres. Le temps est venu de trancher le nœud gordien.